Je pose les limites temporelles qui fait que voilà, on a été amené, en tout cas, on a bien suivi ton parcours. C'est assez hallucinant d'avoir rassemblé autant à la fois d'images du passé et puis de projections vers le futur proche. On est bien dans le futur proche, là, on n'est pas loin, puisqu'on est dans un futur qui est déjà incarné par la possibilité de s'y projeter grâce aux avatars. Merci Yann. Je crois qu'on n'aura pas la possibilité d'interagir, mais en tout cas, vous pouvez bien sûr consulter le travail de Yann. Hein. Vous tapez Yann Means, il est partout. On l'a vu, c'est un no de cyberpunk, donc on le trouvera partout sur Internet et vous pourrez vous projeter avec lui par rapport à tout ce qu'il a fait. On va passer à une autre séquence avec un groupe d'artistes, un groupe de Coney Island Society, et on va y aller tout de suite. Tout de suite là. On met pas le film normalement. Après, sur le déroulé. Bon, c'est pas grave, on est en direct, donc il y a des petits problèmes techniques. Donc là, normalement, on va se retrouver en direct avec l'équipe de Coney Island Society qui doivent être sur Zoom avec nous, quelque part. Donc quelque part dans le cyberespace. On a vu avec Yann qu'effectivement, nous pouvions circuler comme ça dans la noosphère. Et dans cette noosphère, on devrait retrouver via Zoom, donc via un vaisseau qu'on appelle Zoom. Ah voilà, on arrive donc avec Karel Tari, Sagesse et Otomo. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes... Oui. On vous voit derrière. Là. On vous voit. On est là, coucou. Vous voyez? Vous entendez? Oui. Allô? Oui. Allô? Ils n'ont pas de retour. Allô? On vous entend, nous vous entendons. Vous le voyez? Oui. Vous voyez? Oui, on vous voit, on vous entend. Bon, cool. Et vous avez à boire. À la vôtre? À la vôtre. Bonsoir. Mais avant tout, j'ai une question à vous poser. Dans ce contexte particulier, pour vous, qu'est-ce que la proximité perturbée? En fait, en réalité, le contexte particulier n'est pas tant que ça, parce que pour nous, le contexte, en fait, il importe peu. La réalité, on la conçoit un peu comme fractale et multiple, changeante, et finalement, quand on regarde bien, elle est toujours parfaite en son état. Aussi, pour nous, on va dire que l'idée, c'est de savoir saisir le contexte, plutôt, comme une opportunité de pouvoir se réinventer, et puis comme ça, d'essayer de poursuivre l'écriture de notre histoire, et en fait, comme on l'a toujours fait finalement, quelle que soit la situation. C'est le corps, finalement, quand on regarde bien, c'est le corps qui est contraint. En revanche, il n'y a rien dans l'absolu qui contraint l'esprit, même dans ce contexte de confinement, quoi, à part nous-mêmes. Et de là, l'idée, c'est d'essayer de penser l'esprit. Alors, je ne rentre pas dans le débat dialectique corps et esprit ou corps et esprit. Ça marche dans les deux cas, quoi qu'il arrive. Mais en tout cas, c'est de concevoir l'esprit un peu comme une sorte de modulateur de fréquence, un peu comme la molette d'une radio FM. Et en gros, pour nous, l'idée, c'est que par l'esprit, on essaie de se mettre en résonance, de se mettre en phase avec d'autres fréquences de réalité. Un peu comme ce que racontait Yann tout à l'heure, mais en utilisant la prothèse carrément de l'ordinateur. Mais nous, on essaye de le faire indépendamment de la prothèse, même si, on en parlera peut-être tout à l'heure, on l'exploite aussi. Quoi qu'il en soit, finalement, quand on regarde bien, on n'a pas trop le choix en l'état de s'émanciper de cette façon. Puisque finalement, on assiste à une forme d'administration et de bureaucratisation du réel. Donc, soit on l'accepte et on rentre dans un mode de dressage et presque de soumission, et pourtant, je pense que ce confinement est nécessaire, ou alors on s'en émancipe en trouvant des solutions. Et on voit bien dans le contexte qu'on voudrait, on aimerait bien finalement, l'humanité elle aimerait bien pouvoir tout contrôler, l'environnement, les autres, les virus, mais on n'y arrive pas. Et la seule chose qu'on arrive à faire avec cet hyper-contrôle, en fait, c'est de nous asphyxier. Pourtant, et je finirai cette première petite intervention là-dessus,
rien ne nous empêche, quel que soit le contexte, de faire acte de création, de faire acte de poésie. Parce qu'en fait, quand on revient à l'étymologie grecque du terme, poiesis, ça ne veut rien dire d'autre que création. Et la création, c'est pas forcément créer un objet, ça peut commencer par, et quel que soit le contexte, par la création de soi-même. Karel ? Et oui, effectivement, pour nous, l'idée, c'est de partir sur l'ancrage du réel qui nous transpose vers un espace poétique. Donc, tout est dans l'ici et maintenant. Donc, tout part de là. Alors après, à savoir comment saisir cet instant. Moi, par exemple, il y a quelques jours, je suis tombée très violemment et je me suis fait très, très mal aux dents. Je me suis même cassé une dent de devant. Et il s'avère que c'est un instant plutôt dramatique, un événement plutôt choquant. Et comment cet événement peut devenir quelque chose de poétique. Et donc, il s'avère que l'un des membres de COST est dentiste. Et donc, je suis allée chez la dentiste. Et donc, je me suis fait soigner. C'est un acte assez barbare de se faire soigner par une dentiste. Pour moi, c'est même un acte de torture de me faire notamment dévitaliser une dent, de me faire piquer la mâchoire. Et l'idée, c'est de se dire comment partir de ce réel violent pour essayer de créer un espace ludique et d'en faire un cadavreski poétique de la réalité, une transposition de la réalité pour en faire un espace poétique. Et donc, tout part de là. C'est comment réenchanter un quotidien qui peut paraître lambda et même vain puisqu'il est quotidien, parce que quand on part de l'ici et maintenant, chaque jour est un jour. On est tous très archaïques parce qu'on est tous faits de chair et de sang. On est tous humains, trop humains, pourrait-on dire. Un temps est un temps, une heure est une heure, une minute est une minute. Donc on part de ce qu'on nous donne, de ce qui est là, et à partir de ça, on essaie de le transposer, le réenchanter et d'en faire quelque chose. Et donc, on va vous montrer un petit instant, parce qu'en fait, effectivement, on est tous soumis en ce moment à des écrans, à des caméras, et chez le dentiste, il y a des caméras de surveillance aussi également. Et on va vous montrer ce qui s'est passé chez cette dentiste. Vidéo. Niveaux de vibration pour arriver à des grands niveaux de réenchantement. Pour l'instant, on a des petits frottements avec la réalité, on amène des... Pour l'instant, on a des petits frottements avec la réalité, on amène des interstices de réenchantement. Et pour toi, Sagesse ? Je n'ai pas de réponse. Moi, je soigne les dents. Et pour toi, Tariq ? Alors, moi, ensemble, je pense que tout a débuté quand vraiment le réel a dû commencer à négocier avec l'arrivée de ce que j'appelle les caravelles de la fiction. Un peu comme en leur temps, la Pinta, la Niña et la Santa Maria. Et je dirais que ces caravelles sont arrivées entraînées par le moteur d'Internet. Et c'est là qu'est apparu Coney Island, en fait, sur lequel on travaille. Coney Island est apparu au point Nemo du tangible, c'est-à-dire, en fait, le point de fiction le plus éloigné de toutes les côtes du réel. Voilà. Et je pense à ce moment que la proximité va se trouver perturbée. Les gens se sont retrouvés et se retrouvent à vivre avec une figure de plus en plus importante, en fait, de leur moi digital, Facebooké, Instagrammé. Qui lui-même, en fait, c'est ça qui est intéressant, vit sa vie sociale à un autre endroit que le corps physique d'où il émane, en fait.
Donc, on pense qu'on peut parler d'une nouvelle ère. Pour moi, on peut parler d'une nouvelle ère, celle d'une activité fictionnelle telle qu'elle impacte notre planète. Donc c'est intéressant parce qu'on parle de l'Anthropocène, mais voilà. Cette période, pour nous, sera celle de la recherche de Coney Island, ce lieu de réalité quantique perturbé. Quand je dis ça, c'est vraiment ça. Et pour schématiser, je dirais que dans cette réalité, par exemple, le chat de Schrödinger, qu'on connaît tous, ne serait pas mort et vivant, mais serait en même temps à l'intérieur et à l'extérieur de la boîte. Et d'ailleurs, c'est la formule, notre formule, en fait, notre credo, on va dire, qui est pour aller à Coney Island, il faut se trouver à Coney Island. Elle peut se lire dans les deux sens. Et pour conclure, je dirais que c'est la mise en abîme de nous-mêmes à chaque échelle du réel et qu'on navigue dans la multiplicité de nos moi à travers l'avatar correspondant. Et pour ça, en fait, j'aimerais bien qu'on montre cette communication de Coste, en fait. Vidéo? Oui, s'il vous plaît. Ça me fait penser au Tomo. C'est quoi que tu as derrière toi? Là? Oui, là. Ça? Ça, oui, bah oui. C'est le manifeste de la Coney Island Society, voilà, dont nous sommes fièrement membres. Mais c'est quoi la The Coney Island Society? Alors, je peux donner une définition. Hein. La Coney Island Society, dont on fait partie, je dirais que c'est une société savante. Tu sais, à la manière de la fameuse société de géographie, en fait, au 19e, qui a commencé au 19e. Et donc, son ambition, et c'est pas les moindres, c'est de localiser Coney Island, en fait. Et pouvoir s'y rendre, comme on fait, par exemple, toi tu le sais, Philippe, comme l'ont fait les Almodovar et les Warhol. Après, ils ont fait une assise, on va dire une assise poétique de 55 jours, entre le 17 mars et le 10 mai 2020. Et voilà. Donc, on est une société. Donc, les informations que traitent les membres de la Coney Island Society sont extrêmement variées. Ça peut être juste un oui-dire qui va de soi à soi, une fake news, une fable, ou une dépêche AFP, une expérience personnelle, ou un témoignage plus direct, comme les communications de Coste qu'on vient de voir depuis Coney Island. Donc, en gros, les membres de la Coney Island Society, on ne cherche pas à séparer le grain de la vérité de l'ivraie du faux, mais au contraire de les lier en un seul territoire, en fait. Donc, en gros, on peut dire que les membres de la Coney Island Society recherchent quelque chose qui serait de l'ordre du, on pourrait appeler ça du satori permanent. En tout cas, c'est une piste pour communiquer et espérer rejoindre nos avatars. Et vous avez un manifeste? D'ailleurs, si je peux juste compléter bien sûr. Sur ce que vient de dire Tariq. En fait, on a été initié grâce à Sagesse, qui à la fois effectivement a une capacité incroyable pour soigner les dents, mais aussi nous a appris en fait une approche philosophique du surf.
Et en fait, finalement, on s'est réapproprié cette approche. Alors, on est débutant, hein, on n'a pas l'expérience de sagesse par rapport à ça, mais en l'occurrence, on s'est rendu compte que c'était une pratique, le surf, qui pouvait complètement faire osmose avec la Inconel Island Society. Et finalement, la Inconel Island Society, on pourrait dire que ça s'apparente aujourd'hui à un club de surf. Mais en revanche, on y apprend à surfer les vagues de la réalité. Voilà, pour essayer de rejoindre une sorte d'Éden perdu que serait, comme vient de le dire Tariq, Coney Island, voilà, qu'on cherche encore à définir réellement. Même si on y va, on parvient à y aller, il y a encore des définitions à faire. Alors, vous connaissez tous le surf, hein, toi-même dans ton activité par rapport au sport, en tant que sociologue aussi du sport, le surf, à un certain niveau, il y a des tunnels. Et en ce moment, par exemple, on est dans une sorte de tunnel de la réalité, d'accord ? Et il y a deux options. Dans le tunnel, c'est soit tu cèdes à l'angoisse, de quelque chose qui pourrait t'engloutir, a fortiori nous qui sommes débutants, c'est assez flippant. Mais l'idée pour les membres de la Inconel Island Society, c'est d'essayer de transcender cette angoisse et de la transformer, quel que soit le résultat, dans une forme d'excitation joyeuse et créative. Et c'est ça l'objectif. Et de profiter de ce moment d'excitation qui renvoie aussi à l'enfance, en tenant le plus possible sur cette vague. Et quoi qu'il en soit, et pourquoi tenir, c'est que à un moment donné, on verra le bout du tunnel, et comme vient de le dire Tariq, sans même l'avoir voulu, on va se retrouver à Coney Island. Et ça, pour nous, c'est une certitude, et c'est pour ça qu'on continue à surfer. Mais du coup, Sagesse va vous dire, finalement, va vous donner extrait, finalement, du manifeste qui est derrière, qu'on ne peut pas lire puisqu'on le masque. Coney Island n'est pas une fiction. Coney Island est un processus sans finalité. Coney Island révèle les valeurs de l'ombre. Coney Island est la réalité divorcée du réel. Coney Island est une entité protéiforme sortie de nulle part. Coney Island est une trajectoire lobée sur elle-même. Coney Island est un endroit à califourchon sur le monde. Coney Island est le 13e continent d'une série qui n'en contient que 6. Coney Island est l'ultime refuge à la dictature du réel. Coney Island, c'est passer la porte étroite sans se cogner. C'est dégonder la porte de la connaissance pour la laisser tomber par terre. Coney Island est l'alcôve d'une ascèse esthétique et se pavane à la manière d'un cadavre. Coney Island est habité par des dieux primordiaux et nécessaires. Coney Island connaît des images explicites qui pourraient heurter la sensibilité des plus vieux. Coney Island est un zoo à plusieurs dimensions. Coney Island est un reportage animalier. Coney Island connaît le langage des oiseaux. Coney Island est un geste sans finalité. Coney Island est un processus infini qui n'a toujours pas commencé. Coney Island est une stase intemporelle, un parc d'attractions qui ouvre quand ça lui chante. Coney Island est une énigme sans spectacle. Coney Island se cache au dos des miroirs. Coney Island est une latence en flottaison qui se distingue dans les reflets des étendues d'eau. Coney Island ne veut rien et n'attend personne. Coney Island joue à guichet fermé. Coney Island est l'ultime refuge déraisonnable à la raison. Aucun chemin ne mène à Coney Island. Et pourtant, pendant le confinement, Tariq l'a dit tout à l'heure, vous avez effectué 55 jours de performance sur les réseaux sociaux, à base de photos, à base de textes, au travers d'un projet que vous avez intitulé « Les Chroniques du Nouveau Monde ». Chroniques du Nouveau Monde, d'ailleurs, qui ont donné lieu à la publication d'un ouvrage majestueux, vraiment. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots sur cette création à partir de deux couples, le couple des Warhol d'un côté et le couple des Almodovar de l'autre ? En fait, nous nous sommes réfugiés dans une autre échelle de réalité. Nous sommes montés jusqu'à la réalité de nos avatars, en fait. Et les Warhol et les Almodovar que nous avons mis en résonance. En fait, ouais, comme tu viens de le dire, quoi, on a écrit, photographié, chroniqué, produit un livre, on a même produit un disque. Mais finalement, ces avatars, et c'est intéressant, ça renvoie à ce que racontait aussi tout à l'heure Yasmine, eux-mêmes, puisque eux-mêmes, finalement, ont quitté leur échelle de réalité
et on réussit à se mettre en phase avec la fréquence de Coney Island. Comme tu as suivi les chroniques, tu as bien vu ce qui s'était passé, et ce grâce à Coste. C'est qui Coste? Et pour résumer, alors justement, on va te le dire, mais pour résumer, il faut comprendre qu'en fait, on est des réfugiés du réel et des sortes de survivalistes de l'art. C'est un peu la mode des survivalistes. Ben, nous, on est réfugiés du réel et survivalistes de l'art. En fait. Alors Coste, on pourrait dire que c'est une entité protéiforme qui est seule quand elle est accompagnée. Mais en fait, si j'ai bien compris, vous saisissez le contexte pour produire de l'art. Alors, c'est là où c'est tricky en fait, parce que être des survivalistes de l'art ne signifie pas pour autant que l'on produit de l'art. En fait, pour être honnête, on ne se pose pas trop la question. Notre seule ambition, c'est de parvenir à négocier avec les échelles de réalité pour nous réfugier. Parce qu'on est comme tout le monde, en fait. Là, on est quand même dans la merde. On est confiné, là, et c'est quand même une catastrophe. A fortiori, quand tu es artiste, là, tu ne peux pas jouer, tu ne peux rien faire, d'accord ? Et nous, on essaye de négocier avec ces échelles de réalité. Et échelles de réalité que l'on conçoit comme des formes d'ondes constituant des mondes intriqués à une échelle quantique. OK ? C'est une image, hein. Je sais que c'est à la mode aussi, quantique, mais voilà. On imagine une échelle de réalité qui serait des échelles de réalité qui seraient intriquées, une échelle quantique, un peu comme un millefeuille à la crème pâtissière, comme ça, avec ses couches. Et dans ce que la norme définit comme réalité, notre quotidien, Karel en a parlé tout à l'heure, l'objet, c'est donc de trouver des possibilités de mettre l'esprit. Alors encore une fois, corps et esprit, si c'est la même chose, peu importe, mais mettre l'esprit, puisque l'esprit, c'est l'outil, c'est la molette qui va permettre de le faire, en résonance avec des méta-réalités ou des infra-réalités. Alors effectivement, nous, on cherche plutôt des méta- ou des supra-réalités, et que ces méta-réalités ou ces supra-réalités, évidemment, on cherche des réalités plus confortables et conformes à nos désirs, et très honnêtement, dans une quête purement égoïste de réenchantement, quoi. En somme, nous sommes les livres que nous avons lus. Alors moi, pour répondre à la question de Philippe, en définitive, vous saisissez le contexte pour produire de l'art. Je vais donner un exemple, en fait, tout bête. Pas tout bête, non, mais un exemple quand même, pour répondre à cette question. Par exemple, pour entrer à Coney Island, il faut répondre à des questions sans réponse. Dans le sens où il faut, pour qu'une question cesse d'errer, qu'elle puisse avoir un ancrage. Voilà. Qu'on lui adjoigne en fait une réponse que nous, on va tirer au hasard d'une promenade, d'une vision, d'un satori vécu. Ça peut être à travers un téléphone portable, un ordinateur, une simple vision d'une fleur en fait. Donc en fait, la véracité de la réponse, pour nous, elle compte peu. Il faut une réponse, même si celle-ci, elle est provisoire. Parce que c'est au contact de cette réponse, provisoire, improbable, aussi improbable soit-elle, que l'on va faire émerger un sens caché, comme suite à la rencontre fugace de deux êtres, par exemple, deux êtres humains, qui vont créer de par leur rencontre de la poésie, du rêve, du possible, une guerre, un enfant, un drame, une roue de vélo, ou de l'art, pourquoi pas. En tout cas, quelque chose va apparaître et on espère, on espère que ce sera à Coney Island, que je pourrais définir comme un lieu de soi, parmi les autres. En fait. Bon, pour résumer, si on peut résumer ça, on pourrait dire qu'on est en négociation avec les cavernums de la réalité. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un cavernum, ça se situe dans le cerveau. Tout en essayant d'éviter la rupture d'anévrisme de l'alpha dans lequel nous nous trouvons. Et tout ça étant situé dans la zone du langage et de la mémoire. Finalement, tout ça, c'est champagne et cacahuètes. Une itération parfaite entre le haut et le bas, entre le fini et l'infini. Karel, dis-moi, tu pourrais nous montrer peut-être tes chats de Schrödinger ? Ah oui, carrément tes chats de Schrödinger. Karel va nous montrer ses chats de Schrödinger, enfin son chat de Schrödinger. Alors j'ai un petit souci, qu'il ne me reste plus qu'un seul chat. De Schrödinger. Oh, mais c'est bien, hein. L'autre est parti faire une balade. Voilà. Mais il reste très câlin. Très, très câlin. C'est un avatar aussi. Je l'appelais Schrödinger aussi.
Schrödinger 1 et Schrödinger 2. Voilà, il adore qu'on lui caresse le museau. Ah, j'adore. Voilà. Il est tout doux. Voilà, je vous le montre un petit peu, mais il reste quand même un petit peu timide. Ouais, le problème, c'est que les chats de Schrödinger qui sont persans, en hiver, ils préfèrent être à l'intérieur, en fait. Effectivement. Et quand même, et Coney Island alors? Alors, Coney Island, c'est un peu comme pour revenir à Coney Island, c'est quelque chose. Bah ouais. Coney Island, si tu veux, c'est quelque chose qui commence par Mais quand le virage, c'est le lieu, c'est le théâtre. Finalement, on ça toujours. Celui qui me porte son exemple, finalement, c'est celui qui nous aide. C'est une espèce d'entité divine. Je suis à Coney Island. Est-ce que vous me recevez? 1, 2, 3. Test. 1, 2, 3. Est-ce que vous me recevez? Je suis à Coney Island. Ou peut-être que je n'y suis pas. Je ne sais pas. Est-ce que vous me recevez? Il n'y a personne? Est-ce qu'il y a quelqu'un? S'il y a quelqu'un, est-ce que vous me recevez? Je répète, je suis à Coney Island. Je répète, je suis à Coney Island. Est-ce que vous me recevez? Il n'y a personne. En dépit des garanties qui leur avaient été données à leur époque sur les conditions futures de leur réveil, le monde actuel n'avait plus la place ni les moyens d'entretenir plus longtemps l'hibernation illimitée de l'énorme foule des cryogénisés qui s'entassaient et gonflaient sans cesse depuis 2 siècles. Celui-ci sera bientôt prêt. L'éveillant médical à mes côtés releva la tête de sa console de contrôle. La reconstruction cutanée est bientôt terminée. Pas de séquelles majeures, on va pouvoir le passer en salle de réveil. Il sera à vous dans quelques jours. Et il me désigna l'une des formes allongées derrière la vitre. Vous savez, c'est par là, par la peau, qu'ont commencé les études de médecine régénérative au début du XXIe siècle. On a longtemps cru que c'était l'organe le plus simple à reproduire artificiellement, qu'on allait pouvoir en produire en quantité industrielle dans des usines pour avoir des stocks pour les grands brûlés, des trucs comme ça. Fabrication à la demande et garantie sans rejet, la peau techno. On prend, on pose, on colle, pim, bonjour, au revoir, à nouveau rose bébé, en 12 heures et sans cicatrice. Mais ça n'a jamais fonctionné comme ça, bien sûr. Pourtant, il y en a eu des labos qui bossaient, hein. Ça ne chopait pas, chacun sur sa technique. Mais en définitive, les sprays de cellules, les feuillets épidermiques cultivés in vitro, les biomatrices en tout genre, végétales ou animales, la bioimpression, les stylos déposant de la matrice cellularisée, tous ces trucs high-tech et hors de prix, tout ça s'est révélé une impasse. Et vous savez pourquoi ? Parce que le point commun à toutes ces recherches, c'est que les gars travaillaient dans l'optique d'une chirurgie personnalisée, la création d'un biomatériau unique pour chaque nouveau cas. Ils voulaient faire de la haute couture. En soi, ça se défend, pas de souci. Mais le problème, c'est qu'on s'est vite aperçu que ceux qui auraient le plus besoin de leur techno ne seraient jamais ceux qui pourraient se la payer. Le simple fait de reproduire la peau d'une seule personne à partir de ces cellules nécessitait l'emploi de dizaines de techniciens en labo. Raphaël Andro, vous qui êtes philosophe, ça vous inspire quoi un texte comme ça ?
Je ne sais pas si ça m'inspire quelque chose en tant que philosophe, mais ce que j'aime bien dans cette... donc c'est l'extrait d'une nouvelle qui a été écrite et lue par Jean-Baptiste, l'ami Jean-Baptiste Cabot, qui est ici. Et ce que j'entends notamment dans ce premier extrait, c'est qu'on a sans doute une propension assez commune à considérer que la peau, c'est un organe qui est très simple et facilement réparable. Et de fait, notre peau, elle se répare tous les jours. Enfin, on peut penser au processus de cicatrisation. Et depuis la nuit des temps, la médecine, la technologie médicale a peut-être pas fait de la haute couture comme dans l'extrait, mais en tout cas de la couture avec les points de suture. Donc, je pense que j'ai l'impression que même si on n'en a pas toujours conscience, c'est d'abord spontanément vers la peau que se porte notre désir de réparation du corps et peut-être aussi notre capacité à réparer le corps et à intervenir sur lui. Alors, on peut peut-être montrer une image qui est tirée d'un ouvrage d'anatomie du XVIIe siècle, qui j'espère va s'afficher. Voilà. Donc c'est le frontispice, c'est la page de titre d'un livre du XVIIe siècle. Où on se représente, on voit bien comment la peau est considérée par l'anatomie. C'est la première phase de dissection. On enveloppe on enlève la peau, comme on enlève un habit. Là, la peau est étirée et comme un papier vierge sur lequel on peut écrire. Ça pendouille de manière un peu grotesque. On a l'impression qu'on pourrait l'enfiler un peu comme que quelqu'un d'autre pourrait l'adopter un peu comme peau d'âne. Et en même temps, à cette peau est rattaché un visage très expressif qui suscite l'émotion et qui nous donne, qui semble être le marqueur d'une identité. On voit que c'est un homme entre deux âges, etc. Et donc pour moi, ça illustre bien un rapport un peu ambivalent à la peau, qu'on se représente tantôt comme un matériau qu'on peut écrire et sur lequel on peut travailler, qui est facilement remplaçable, et puis en même temps qui est une surface sur laquelle s'écrit notre histoire. Et ce qui m'intéresse dans cet extrait de nouvelle, et le fait que la peau soit l'objet de la nouvelle, c'est que la peau, à mon avis, peut nous permettre d'interroger nos catégories ordinaires, celles selon lesquelles on classe des organes comme complexes, intimes, essentiels, par exemple le cerveau, et des organes qui seraient considérés comme superficiels, remplaçables et moins complexes. Alors, Christophe Marquette, on parle de la peau. Raphaël vient de parler de la peau. Jean-Baptiste a lu un texte sur la peau. Raphaël disait que la peau, c'était peut-être là où s'ancrait le désir de réparation du corps. Et il me semble que vous en fabriquez de la peau. Oui, j'en fabrique de la peau. Je fabrique de la peau, oui, c'est vrai. Mais du coup, j'aimerais plutôt revenir sur ton introduction tout à l'heure. Revenons. Où tu as parlé de nostalgie de ce qui pouvait arriver par rapport au confinement, etc. Et moi, ce qui m'intéresse dans ce qu'a dit Jean-Baptiste, c'est qu'il y a une espèce de nostalgie de ce qui aurait pu arriver de la science dans le futur. On verra peut-être après dans les extraits suivants. Une projection que certains s'étaient fait, c'est vrai dans le passé aussi, sur où la science allait aboutir à une certaine date. On voit tout à l'heure Cyberpunk qui nous remet en arrière sur des écrivains des années 70 qui nous disaient qu'on allait être 9 milliards, etc. Sur ça, ils ne se sont pas trompés. Par contre, sur les avancées de la science, tout l'univers qu'on nous a présenté tout à l'heure, peu de chances qu'il soit à l'ordre du jour dans 20 ans, comme les univers qui avaient été décrits il y a 20 ans ne sont pas du tout à l'ordre du jour aujourd'hui. Et pour moi, cette nouvelle-là, elle est plus focalisée sur cette absence de futur qui a été projetée dans la science-fiction et la chute un petit peu de la science techno toute puissante et qui permet tout. Et c'est vrai que je travaille sur de la peau, sur refabriquer des organes, réparer les patients, mais que finalement la science c'est pas forcément toujours un succès, et qu'elle parle aussi de ça la nouvelle, c'est-à-dire plein de techniques, plein de techno, plein d'argent englouti dans de la recherche qui n'amène pas forcément à réparer des gens dans 20 ans ou dans 100 ans.
Donc cette proximité de la réparation, on est parti tout à l'heure, on a parlé d'une peau qui est affichée comme ça. Raphaël, tu as travaillé sur les hommes réparés de la guerre, par exemple. Il y a des choses sur les prothèses. Donc là, on a quelque chose qui se construit quand même dans la durée. On voit bien les capacités qui ont été produites pour réparer les humains, pour les réparer au sens matériel du terme. Et Christophe, tu nous dis, bah oui, mais il y a des choses qui sont transformées, mais il ne faut pas imaginer que les transformations aillent trop loin. Donc là, on se situe où par rapport à ce qu'il est possible de faire aujourd'hui? Si on a la nouvelle comme perspective, on en est où en 2020? Répète la question. Il n'a pas envie de répondre. On en est où en 2020 de quoi? Je ne sais pas, si on regarde par exemple l'évolution, on va prendre un exemple, on peut prendre l'exemple du visage et de la peau que tu connais bien. Le fait de pouvoir travailler sur des personnes qui ont été abîmées au niveau du visage, les gueules cassées de 14-18 qui ont quand même amené des questionnements visant à transformer, à reformer des visages humains. Et aujourd'hui, on a des greffes de visage, on a des greffes de peau importantes. Voilà, c'est juste pour situer ce qui est aujourd'hui ce qu'on est capable de faire aujourd'hui par rapport à cette perspective. On a des imaginaires, on a des projections fantasmatiques, et qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les limites? Finalement, tu fais quoi, toi? Les limites, encore une fois, je rebondis sur l'extrait de Jean-Baptiste. On a des technologies qui sont développées dans certains pays à un certain coût et qui vont être applicables. Une greffe de visage complet. J'ai vu l'autre jour une greffe de double bras, une première mondiale, la seule mondiale en fait. L'important pour moi, c'est ça, c'est que c'est la seule mondiale. C'est la seule mondiale de greffe de visage, où il y en a peut-être deux. C'est pas ça la médecine. Ça, c'est la technoscience, c'est faire des choses pour que ça soit joli et faire des choses pour qu'on soit le premier à le faire. Mais la médecine, c'est pas ça. La médecine, c'est que ça soit applicable à 100% des gens qui en ont besoin. Et dans la nouvelle et dans l'extrait qu'on a entendu, c'était très clair aussi. Voilà, donc il y a des choses qui sont faisables, il y a des choses qu'on voit voilà, dans les médias, à la télévision, dans les journaux, que je publie moi-même, mais dont je sais pertinemment que ça sera très difficile que n'importe qui dans le monde puisse avoir accès à ce traitement-là. Donc il y a des traitements, il y a des choses qui existent, mais qui sont sur des coûts exorbitants. C'est un peu la différence entre le prototype et puis ce qu'on va trouver. Parle dans ton micro. La différence entre ce qu'on appelle le prototype, et souvent dans les médias on entend parler des prototypes et on n'entend pas forcément parler de ce qui se passe après ou du mode de financement et du mode d'accès. Mais je pense qu'on devrait peut-être écouter le deuxième extrait de la nouvelle qui nous parle justement de cette façon dont on projette une médecine personnalisée et au final... Stop, on écoute. Voilà. Finalement, c'est une technique mineure, un peu artisanale du Brésil de l'époque qui a le mieux survécu. Ce sont eux qui ont eu l'idée de la peau de poisson en premier lieu, le tilapia. Ils s'en servaient comme pansement sur les grands brûlés, en attendant que le derme se régénère de lui-même, protégé sous cette barrière animale. Et le progrès là-dedans, vous savez ce que ça a été? Je vous le donne en mille. C'est pas la technique qu'on a améliorée, c'est le poisson. La méthode est restée grosso modo la même depuis 2 siècles, mais de fil en aiguille, l'élevage s'est modernisé, standardisé. Ça a mené à une sélection commercialisable de clones propres, capables d'être utilisés cliniquement. Et puis un jour, bingo, sans le faire exprès, sur un patient lambda, la surprise du siècle, le pansement s'est intégré directement au processus de régénération. La peau de poisson, impossible à dissocier de celle du receveur. Le clone parfait avait été identifié, compatible avec l'homme, avec tous les hommes. C'était plus un pansement, c'était une greffe qu'on était en mesure d'effectuer, complète et pour pas plus cher. Il y a quelques inconvénients, bien sûr, vous les connaissez aussi bien que moi. Mais enfin, ça concerne surtout les endormis à qui on doit faire une greffe intégrale. Pour les chirurgies habituelles, ceux qui n'ont besoin que d'un raccord sur un bras ébouillanté ou un mollet brûlé au laser de chantier, ça ne change quand même pas grand-chose à leur vie. Je ne répondis rien. Oui, cette peau issue de poissons clonés était sans doute la meilleure option clinique dont on disposait pour réparer le derme dévoré des endormis, plongés dans leur bain d'azote liquide pendant des siècles. Mais l'homme avait raison. Elle présentait d'autres défauts.
On n'avait jamais pu éliminer tout à fait les reflets doux violacés qu'elle prenait sous l'effet de certains angles de lumière. Et surtout, on n'évitait jamais certaines formations intermittentes de callosité resserrée qui rappelaient inexorablement des écailles et qu'il fallait traiter régulièrement, à grand renfort d'hormones de synthèse pour les faire disparaître. Alors Christophe, cette peau de poisson, qu'elle est bien, cette nouvelle. Cette peau de poisson, et la nouvelle nous amène à réfléchir. On est dans l'imaginaire, mais l'imaginaire ne se construit pas sur rien. L'imaginaire se construit sur ce que nous vivons. Et alors là, est-ce que tu peux nous parler de la peau de poisson ? Ouais. Enfin non, enfin si, je peux vous parler de la peau de poisson rapidement. Donc c'est réel, hein. Pas le clone, pas le clone parfait, mais ces peaux de poisson de tilapia sont utilisées au Brésil, hein, en tant que pansement, pour faire une fonction barrière quand on est brûlé et qu'il n'y a plus d'épiderme et quasiment plus de derme. Donc les personnes sont recouvertes de cette peau de poisson qui est bien acceptée par le corps. Alors elle n'est pas greffée, elle est juste appliquée comme un pansement, mais elle fait son œuvre et ça marche plutôt bien pour la fonction barrière, pour antiseptique, etc. Du coup, ça nous mène, je trouve, cet extrait à, on va revenir peut-être un peu au thème de la soirée, à la distance entre le corps qui était le corps prévu par ces personnes qui se réveillent là. Je sais pas, vous commencez peut-être à comprendre le mécanisme de la nouvelle. Donc, il y a des gens qui se réveillent après un certain nombre d'années endormis dans de l'azote liquide. On leur avait promis un futur, ou en tout cas ils s'étaient imaginé un futur, un corps dans le futur qui allait être réparé, qui allait être moins fatigué, moins malade pour certains, ou en tout cas une société dans laquelle ils seraient plus à même d'être heureux. Et voilà, les séquelles qui en dérivent, c'est cette peau qu'on est obligé de leur greffer, une peau de poisson, puisque entre le moment où ils s'endorment et le moment où ils se réveillent, et la technologie s'est effondrée finalement autour de la reconstruction de la peau. Tout ce qui avait été promis n'est plus là. Et on a une distance entre le présent où ils s'endorment et le futur où ils se réveillent, et la peau qu'ils avaient en partant et la peau qu'ils ont en arrivant. Donc voilà, on a une double distance et c'est pas complètement anodin, je pense. Ça c'est des choses qui peuvent émerger. Je continue. Tu peux. Oui. Et il y a un autre aspect pour moi qui est sous-jacent, c'est, on a entendu, le hasard. C'est-à-dire que le hasard a amené quelque chose qui en fait finalement change totalement la stratégie scientifique ou la stratégie sur quelque chose. Et ça, c'est pas non plus anodin, c'est quelque chose qui arrive assez souvent en science. Tu veux en parler, je pense. Rebondir. En tout cas, je trouve que ta perspective de biochimiste, la perspective que Jean-Baptiste a utilisée sur le plan littéraire dans sa nouvelle, reflète bien ce que moi je me dis quand je fais de l'histoire de la médecine et quand je me plonge dans l'histoire de la médecine, c'est-à-dire qu'on se représente le futur de la médecine comme du high-tech très aseptisé, alors que notre présent c'est encore beaucoup de bricolage en fait. Les implants c'est pas parfait, les appareils acoustiques c'est pas parfait, etc. On voit quand on se plonge un peu dans le passé de la médecine qu'il y a plein de... Voilà, c'est pas un progrès du tout linéaire, s'il y a du progrès, qu'il y a des techniques qui sont utilisées, qui sont considérées comme barbares, par exemple la transfusion sanguine qu'on faisait au XVIIe siècle de bête à homme. Puis cette technique disparaît plus ou moins, puis on va la retrouver à la faveur d'un concours de circonstances, voilà. Et parfois, c'est en retrouvant des techniques très artisanales, encore une fois du bricolage, que des choses vont se décanter. Et voilà, c'est encore là où le réel dépasse un peu l'imaginaire, mais ça me semble très bien vu. En fait, ça pose la question des limites, à la fois les limites de la projection d'une technologie, d'une science qui serait dans un progrès perpétuel et qui irait toujours vers le mieux,
vers le plus de réussite, vers de meilleurs résultats. Et puis ça pose aussi la question des usages. Si on sort de la peau, là, de l'exemple de la peau de poisson, qui a quand même un certain nombre de défauts, puisque si on ressemble à un poisson, à moins de vouloir soi-même se tatouer, comme on peut connaître quelques personnes, Lizardman par exemple, qui est l'homme lézard, qui s'est tatoué des écailles. Bon, mais tout le monde ne veut pas être un homme lézard. Et donc il y a des limites aussi liées à l'usage qui en est fait par les patients pour lesquels se fait la science. Par exemple, au niveau des prothèses, on sait qu'il y a beaucoup de prothèses qu'on appelle les prothèses placards, c'est-à-dire des gens pour qui on va proposer des prothèses, mais qui ne vont pas les mettre parce qu'ils ont finalement des prothèses de jambes, par exemple, parce que c'est plus embêtant d'être appareillé avec une prothèse que de se débrouiller avec un fauteuil dans son espace habituel. Donc est-ce que ça, Raphaël, tu pourrais dire des choses là-dessus, sur cette limite entre la conception des biotechnologies, des avancées médicales et la façon dont c'est perçu par les humains véritables? Oui, je pense que souvent on se représente la réparation du côté médical comme déjà une prouesse technique qui nous permet en retour de mieux comprendre. Donc ça a une visée plus épistémologique, en fait pragmatique pour ceux qui développent ces techniques. Et puis comme le fait de remplacer une fonction qui serait plus là, qui viendrait à manquer. Mais en fait, la fonction, elle dépend, comme tu dis, elle dépend d'un usage, elle dépend d'une place sociale. Enfin, c'est assez connu quand Guilhem, dans le Normal et pathologique, met en rapport quelqu'un qui serait paysan et quelqu'un qui serait aviateur. La légère myopie de l'un n'est pas du tout pathologique par rapport à sa vie. Et effectivement, plonger dans le monde des prothèses, c'est voir que des prothèses, il y en a plein. La sportive Amy Mullins, elle a des prothèses pour courir qui sont pas belles, mais qui sont très fonctionnelles en carbone. Elle a des prothèses en frêne pour faire des défilés. Elle a des prothèses qui lui permettent de passer inaperçues. Donc souvent, voilà, il y a parfois, c'est ce qu'on a vu ensemble quand on a discuté de tout ça dans d'autres occasions, c'est qu'il y a un décalage entre ce qu'on projette comme un corps parfait, qui serait un corps humain de manière générique, et un corps qui est bien pour un individu dans une situation donnée et par rapport à la façon dont il projette lui-même son identité. Mais ce qui est drôle dans cette histoire d'écailles, c'est que voilà, encore une fois au XVIIe, chez un auteur qui s'appelle Cyrano de Bergerac, qu'on connaît bien, on moque un peu les humains en essayant d'inverser l'anthropocentrisme, en disant mais finalement l'humain c'est un oiseau tout chauve, chauve comme un galeux, qui a ni plume, ni écailles, ni rien. Ça suffit. Non, je te regardais pas. Et là finalement on voit aussi en creux dans cette nouvelle l'absence d'écailles, l'absence de plumes, ce qu'on voit comme une peau rose bébé toute lisse, qui est aussi une vulnérabilité en fait. Voilà. Merci Jean-Baptiste. Tu nous enchaînes une troisième partie de la nouvelle. En tant qu'agent conseiller de la mission d'accueil des réfugiés temporels, c'était à moi d'accueillir les endormis. J'étais leur premier contact, leur première rencontre, le premier homme de leur nouvelle vie. Et ils m'en parlaient de ses rêves, de ses espoirs, de leur impatience à découvrir ce monde encore inconnu dans lequel ils se réveillaient. Ils étaient intarissables, tous les mêmes rêves, tous les mêmes envies, tous avec les mêmes mots, tous comme des gamins émerveillés. Vous savez, dis-je, quand je leur parle dans mon bureau, pour leur expliquer les conditions de leur réveil, quand ils comprennent petit à petit que le monde dans lequel ils arrivent, la vie qu'ils auront, leurs espoirs, rien ne sera tel qu'ils l'avaient souhaité. Quand ils se rendent compte que personne dans cette société ne les attend ni ne les espère, que toujours quelqu'un dans leur nouvelle existence leur fera comprendre qu'ils ne sont pas les bienvenus et qu'ils auraient mieux fait de mourir comme tous les cryogénisés de la première génération qu'on n'a jamais eu la possibilité de ressusciter. Que parmi leurs descendants, la propre famille qu'ils ont engendrée il y a à peine quelques générations, personne ne voudra les voir, les recevoir. Personne ne voudra rien savoir d'eux, de leur vie, de leur histoire, de leur motivation, et qu'on aurait voulu les connaître que comme une urne de pèlerinage dans un cryptotel de mémoire ou un JPEG vieux format dans un disque dur familial. Quand ils comprennent qu'on les a réveillés à contre-cœur, parce qu'assurer la maintenance de leur silo de conservation cryo coûtait bien trop cher et qu'on ne pouvait tout simplement pas débrancher la prise pour les euthanasier tous,
qu'ils vont devoir habiter des quartiers sordides, trimés, et se dégoter des boulots de misère pour se payer leur nouvelle place dans cette société et rembourser à vie les traitements médicaux que leur nouvelle peau nécessite, faire des démarches administratives sans fin pour justifier de leur présence de réfugiés temporels. Quand ils comprennent que tout est écrit d'avance, que même s'ils acceptent ces règles qu'ils n'attendaient pas, que même s'ils sont malins, que même s'ils sont débrouillards, bosseurs et volontaires, il y a une chose quand même qui les différenciera toujours des autres et les rangera irrémédiablement dans la catégorie des parias de la société, c'est leur peau. Cette nouvelle peau presque parfaite qui recouvre tout leur corps, mais qui s'irise parfois de reflets doux trop étranges qu'ils ne pourront jamais cacher, qu'on reconnaîtra partout, qui n'appartient qu'aux réfugiés et qui criera partout, en chaque endroit, en chaque lieu, ce qu'ils sont. Quand ils réalisent ça, qu'ils ont perdu leur pari d'il y a 2 siècles et que c'est irrémédiable, quand tout s'effondre, tout ce en quoi ils espéraient, ce qu'il reste à cet instant devant moi dans le bureau, c'est leur visage et ce vertige glacé qui les saisit et les abasourdit, les fige avec la même expression pour tous, ce visage des désespérés qui ne les quittera plus pour le reste de leur vie nouvelle. C'est super enthousiasmant de se projeter vers le futur comme ça. C'est une belle dystopie, mais c'est vrai que quand on a commencé à travailler ensemble sur ces questions-là, moi, les 2 questions principales qui me sont d'emblée venues à l'esprit en parlant des technologies et de la médecine régénérative, c'était d'une part l'implication sociale de la technologie, c'est-à-dire il y a des conséquences de se faire travailler sur le corps et des conséquences qui peuvent être professionnelles, qui peuvent être sociales, enfin qui ont des implications assez fortes. Et puis effectivement cette question qui pour l'instant reste pour moi à l'état de question, je n'ai pas de réponse à apporter à ça, mais j'ai l'impression qu'il y a, alors je ne sais pas si c'est tout le monde, mais énormément de gens, de scientifiques ou de journalistes scientifiques ou quoi, et quand on parle de la recherche, on a l'impression qu'on parle à énergie disponible, constante ou exponentielle, et d'un autre côté, on entend énormément de discours qui disent mais en fait l'énergie, il va plus y en avoir assez pour tout le monde, il faut faire des économies, des réductions partout. Donc est-ce que les réductions s'appliqueront au labo ? Est-ce qu'on aura les moyens énergétiques de créer des machines, de les entretenir, de les fournir en énergie pour tout ce qu'on nous promet ? Jean-Baptiste, tu as évoqué le fait qu'au début, qu'on a travaillé là-dessus, alors je crois que c'est une rencontre entre toi qui es auteur, Christophe qui travaille en biochimie. Donc comment ça s'est construit ce projet en fait, qui fait qu'on se retrouve là à réfléchir à partir d'une nouvelle sur les perspectives de transformation du corps, perspectives de transformation du corps qu'on va réfléchir à partir de ce qui s'est passé dans le corps au XVIIe siècle. Donc, voilà, comment ça... Ou à un autre moment, oui. Je ne sais pas comment ça s'est passé, c'est peut-être Christophe qui va répondre à cette question, mais ce qui a intéressé, c'était que, moi, ce que j'ai perçu de l'expérience de Christophe, c'est que quand il parlait de ce qu'il faisait, les impressions 3D, la peau, etc., il y avait beaucoup de questions techniques d'un côté qui lui étaient posées. Beaucoup un discours un peu médiatique sur aussi, moi, que je rencontre en philosophie, sur le transhumanisme en général, sur l'homme de demain, et la volonté de confronter nos différentes disciplines et de se confronter à un public pour envisager des représentations plus larges, moins stéréotypées par ce discours d'un côté avec Elon Musk et de l'autre avec ceux qu'on appelle sans doute à tort les technophobes. Et on voulait faire quelque chose, on voulait interroger vraiment des choses plus concrètes, plus précises. Et Christophe, pour toi, quel est l'intérêt pour toi, qui est un scientifique, donc d'aller chercher du côté de la fiction, du côté de la littérature, un appui pour la réflexion ? Ouais. Je vais juste revenir un tout petit peu du coup en arrière. Le questionnement autour de la science et ce qu'on fait là était un questionnement aussi qu'en pensent les gens et pas seulement la communauté scientifique. Et je me sentais pas d'aller interroger seul
la société en tant que scientifique, et on s'est rencontrés, et j'ai trouvé que ça valait le coup qu'on continue ensemble à aller interroger de manière pluridisciplinaire la société, pour que moi, égoïstement, je récupère de l'information, parce que ma grande question à moi, scientifique de médecine régénérative, c'est qu'est-ce que les gens veulent. On en a parlé une fois avec mes étudiants au labo. Pourquoi la science? Quel est le moteur? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est juste une lubie personnelle? Quelle est la destination de tout ça, sachant qu'on fait des choses maintenant qui seront peut-être jamais utilisées ou utilisées dans 20 ans. Donc voilà, moi le dispositif qu'on a, donc aujourd'hui il n'y a personne pour parler avec nous, mais le dispositif est un dispositif d'interrogation de la société autour de ces thématiques-là, le corps, comment il est représenté par les patients, comment ils acceptent les modifications de leur corps, comment ils acceptent, je rebondis sur la nouvelle, comment ils acceptent d'être otages d'un tiers. C'est très important quand on parle de médicaments, de prothèses, d'implants, de thérapie à vie. On est otage d'un tiers, on ne le choisit pas forcément. Là, les patients qui se réveillent, les endormis se réveillent, on leur greffe quelque chose qui change leur vie à jamais, et ils sont obligés de prendre un médicament. Mais c'est pareil si vous avez un problème et que votre thérapie est un médicament fabriqué par une grande pharma et que vous êtes obligé de le prendre à vie. Voilà. Quelle est l'acceptation de tout ça par la société, et comment les gens l'appréhendent? Et au-delà du médicament, etc., voilà, la régénération, la recréation d'un organe ou d'un tissu, quelles sont les limites acceptables, voulues par la société? Ouais, puis les limites réelles aujourd'hui ou les limites projetées, ce qui est un peu l'ironie de l'histoire qu'on entend dans la nouvelle, et à laquelle peut faire penser aussi les gens qui se font cryogéniser après leur mort légale aux États-Unis. C'est qu'en fait, ça vient d'une quête d'autonomie qui passe par un investissement en argent, enfin en monnaie trébuchante au jour J. Et puis ces endormis se réveillent des décennies plus tard en étant complètement dépendants de la société et à la charge de la société dans laquelle ils se réveillent. Donc il y a on projette un pouvoir infini, et en fait on est incapable de se représenter des conditions sociales changeantes. Et voilà ce que je trouve particulièrement intéressant dans cette chute qu'on a entendue tout à l'heure. Je peux faire juste un petit lien encore avec les deux premières interventions. J'y avais pas encore pensé, mais c'est vrai que du coup en les voyant grimés, ou en les voyant dans leur cyberespace, je me rends compte qu'en fait, leurs avatars ont potentiellement la peau écaillée, luminescente, etc., que nos endormis ont quand ils se réveillent. Et au final, on se rend compte que devenir l'avatar en vrai, c'est pas forcément un truc qu'on a envie. Comme tu dis tout à l'heure, il y a une personne dans le monde qui a des écailles partout tatouées, il n'y en a qu'une, et que finalement ce transfert, la distance entre l'avatar numérique ou l'avatar grimé comme Coney Island avec des masques, si d'un coup d'un seul ils se réveillaient avec cette tête-là, ou dans le corps ou la peau d'un avatar qu'ils ont, qui est présent dans leur cyberespace, ça serait sans doute plus difficile. Vous savez peut-être dire qu'on sera tellement habitué plus tard que ça posera plus un problème. Ah, tu vois qu'il est optimiste. Alors, on va terminer cette session qui n'est pas complètement terminée. Alors, je remercie Jean-Baptiste, Christophe et Raphaël. On continuera à travailler ensemble. Si vous suivez un petit peu, vous aurez sans doute l'occasion d'entendre parler de ce groupe qui est un groupe informel, mais qui a quand même fait un certain nombre de choses autour du CNRS. Et donc, par exemple, vous êtes allé intervenir dans une prison. On a travaillé aussi avec des élèves, avec du grand public, dans le cadre de la fête de la science. Donc voilà, c'est un programme qui se poursuit, une réflexion qui se poursuit. Et on va
terminer cette séquence par un dernier film de Coney Island Society. Donc je remercie tout le monde. Oui, Jean-Baptiste, tu veux parler? Peut-être on a beaucoup parlé de la nouvelle, elle est disponible en entier et à l'écoute sur mon site internet jean-baptistecabot.fr. Et quand on parle d'organisation de nos autres rencontres, il faut qu'on remercie Vanessa Cusimano. Elle est disponible en pas entier. sur le plateau, mais voilà. Voilà, Vanessa qui est derrière nous. Alors, on a Yann Min qui est encore là dans la noosphère. Et on va retrouver la bande de Coney Island Society. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec nous autour des proximités perturbées. Et finalement, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas si perturbées que ça. Je vous remercie. Merci. Tchuss. La première fois que je suis allé à Coney Island. Il n'y a pas eu de première fois que je suis allé à Coney Island. Il y a juste que l'on oublie que l'on y est allé si on n'y va pas. Il y a juste que la première fois que je suis allé à Coney Island. La première fois que je suis allé à Coney Island. Il n'y a pas eu de première fois. Il n'y a pas eu de première fois. Il y a juste que l'on oublie que l'on y est allé si on n'y va pas. La première fois que je suis allé à Coney Island. Il n'y a pas eu de première fois. Il y a juste que l'on oublie que l'on y est allé si on n'y va pas. Je crois que les accès, les entrées, les portes et les frontières de Coney Island commencent à se fermer lorsque l'enfance recule, lorsque nos sens refluent vers la rue du réel. La première fois que je suis allé à Coney Island. Il n'y a pas eu de première fois. Il n'y a pas eu de première fois. Il y a juste que l'on oublie. Il y a juste que l'on oublie que l'on y est allé si on ne va pas. Il faut alors, pour parvenir sur les rives de Coney Island, devenir ce naufragé et réapprendre à cartographier le territoire de l'enchantement. Quelle est la première fois où je suis allé à Coney Island? Je dirais que c'est toutes les fois où je n'y suis pas allé, où j'étais juste aux abords de son no man's land. Là, sans doute que j'y suis. Et je vous parle en espérant faire de vous un naufragé. Là, sans doute que j'y suis, et je vous parle en espérant faire de vous un naufragé. Coney Island, c'est particulier. Coney Island, c'est comme quelque chose qui t'attend, quelque chose qui t'espère. Ou encore, comme on attendrait quelqu'un la nuit, au fond de son lit. Regardant une série télé à la con, quelqu'un qui ne vient pas, quelqu'un qui ne vient plus. Coney Island,
C'est comme lorsqu'on cherche à surprendre quelque chose derrière soi en se servant des miroirs. C'est une sorte de comptine que l'on chante en faisant un vœu et en croisant très fort les doigts en espérant qu'il se réalise. En fait, Coney Island, c'est comme l'espérance d'un tour de manège qui ne s'arrêterait jamais à t'enfiler la nausée. C'est ça, Coney Island. Un truc simple. Un truc simple, un truc con. Pour aller à Coney Island, il ne faut surtout pas vouloir aller à Coney Island. Il faut attendre, rêver et attendre. Pour aller à Coney Island, il faut se tenir sous son ombre et dormir. Et attendre qu'un rêve arrive et se déploie pareil au linge immaculé des jeunes communiantes. Pour aller à Coney Island, il faut aller ailleurs, dans les marges de l'existence, dans les interstices de la vie vécue, et attendre qu'un singe énorme et gras sorte de sa boîte pour essorer son chagrin et partir chercher un autre linge, un autre chagrin. Il est inutile de vouloir se rendre à Coney Island lorsqu'on y est déjà. On arrive à Coney Island sans même s'en rendre compte, par des chemins de traverse, circulaires et levés sur eux-mêmes. Des chemins qui se déploient à certaines périodes de l'année et qui prennent parfois naissance aux abords de berges où les barques ressemblent à des vieilles endormies.
Coney Island n'a ni début ni fin, ni surface ni étendue. Mais les chiens, pourtant si avares de conseils, peuvent malgré tout nous renseigner si l'on sait se montrer joueur ou si l'on sait se montrer prévenant. De leur flair aiguisé, ils pourront nous conduire jusqu'à l'une des 7 portes qui donnent accès à Coney Island. Lorsqu'on est encore suffisamment souple pour ne pas avoir peur de baisser la tête. Portes qui se trouvent parfois enfouies dans le reflet d'un verre d'eau ou dans le feuillage singulier d'un arbre éternel ou encore à l'ombre d'un cadavre endormi. Il est pourtant vain de vouloir se rendre à Coney Island, puisque les routes qui y mènent sont ainsi faites que la distance qui nous sépare de notre objectif est inversement proportionnelle à notre désir de l'atteindre. Aussi le mieux est encore d'attendre. Attendre. Et de laisser ainsi notre esprit vagabonder ou de nous rapprocher de certains êtres au regard constant, à la patience entraînée, qui ont, à leur façon brusque de tourner la tête, quelques directions à nous renseigner. Ne suffit alors que de se laisser guider et s'engager jusqu'à la rencontre impromptue d'un trèfle. D'un trèfle ou celle d'un bouc noir endormi. C'est ainsi que l'on se rend à Coney Island, tendrement, bercé par le clapotis des vagues. À moins que soudain on se réveille en sursaut et que l'on réalise que l'on y est déjà. Quand tu tombes le mur, de l'autre côté du mur, il y a de l'humanité pure. Tu dis, quand tu tombes le mur, de l'autre côté du mur, il y a de l'humanité pure. Tu dis, quand tu tombes le mur, de l'autre côté du mur, il y a de l'humanité pure. Tu dis, quand tu tombes le mur, de l'autre côté du mur,
il y a de l'humanité pure. Elle se fait squirter, mais elle se fait squirter pendant 20 minutes. Enfin, Fontaine. Et elle tremble. Et puis je dis, c'est tout. Puis on est habillés, on est en costume. Enfin, on est. C'est hyper étrange. Quand tu tombes le mur, de l'autre côté du mur, il y a de l'humanité pure. Quand tu tombes le mur, de l'autre côté du mur, il y a de l'humanité pure. Quand tu tombes le mur, de l'autre côté du mur, il y a de l'humanité pure. Quand tu tombes le mur, de l'autre côté du mur, il y a de l'humanité pure. Quoi ?